plein cœur du festival Normandibule, une chronique présentée par Camille, réalisée pour Radio La Sentinelle. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio La Sentinelle et nous sommes ensemble sur le festival Normandibule et je suis cette fois-ci avec une autrice, dessinatrice, c'est Marie-Alexis, bonjour. Bonjour. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail? En quoi ça consiste? Alors moi je suis autrice BD en auto-édition. À la base, j'ai plutôt une formation, j'ai fait 5 ans à l'école des Beaux-Arts. C'est pas vraiment là que j'ai appris la bande dessinée, mais disons que c'est quand même une base de formation, on va dire. Sinon, je suis autodidacte. Il faut savoir qu'à la base, je suis plutôt une personne qui fait une autrice et qui fait de la bande dessinée de fiction. D'accord. Avec des thématiques inclusives. Ma nouveauté est un peu particulière puisque j'ai décidé de faire une bande dessinée documentaire sur l'autisme avec le personnage de Spock de Star Trek. D'accord. Alors ça sort un peu de mon terrain habituel, mais il faut savoir que je suis moi-même concernée par la question de l'autisme et en fait j'ai été diagnostiquée à 37 ans et à partir de ce diagnostic j'ai eu envie de faire une bande dessinée qui présentait l'autisme d'un point de vue documentaire et pas d'un point de vue du témoignage personnel. Donc il y a des éléments de moi-même de mon vécu dans la BD, mais j'avais envie de faire une bande dessinée qui donne des informations factuelles sur ce que c'est que l'autisme. Il faut savoir que même si la question a évolué un petit peu en France et de manière générale dans le monde sur les questions de santé mentale et de particularités mentales, on va dire. Il y a encore beaucoup d'images clichés qui sont véhiculées notamment à travers l'autisme parce qu'on a une vision très caricaturale. Donc j'ai voulu justement aborder les questions d'autisme léger, l'autisme au féminin parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Il faut savoir que je ne suis pas du tout un cliché, enfin si je suis un cliché justement de l'autisme au féminin, il faut savoir que les femmes elles sont rarement diagnostiquées tôt, elles sont plutôt diagnostiquées tardifs. D'accord. Donc j'ai voulu parler un petit peu de tout ça et puis des particularités sensorielles, des particularités sociales. Pour faire un peu un livre abordable pour tout le monde, pour parler de l'autisme. Il faut savoir que ça peut intéresser des personnes qui se posent des questions sur leur état, mais aussi surtout du public qui est concerné, des proches qui veulent comprendre un petit peu plus les personnes concernées qui les entourent. Il faut savoir que ce n'est pas un livre de diagnostic, mais qui permet de se poser des questions sur son état, éventuellement approfondir la question. D'accord, donc là, le personnage central, c'est un personnage de science-fiction. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, Spock, c'est l'univers de Star Trek qui est présenté. Pourquoi avoir appelé justement ce livre le bleu? Pourquoi cette couleur? Alors le bleu, il faut savoir que c'est déjà la couleur associée à l'autisme parce que les personnes autistes sont attirées par cette couleur-là parce qu'elle est apaisante. Donc c'est par extension devenu la couleur de l'autisme. Et aussi l'uniforme de Spock dans Star Trek est bleu. En fait, dans la première série, les officiers affiliés aux sciences, ils ont un sweat bleu. D'accord. Donc du coup ça collait assez bien. Alors effectivement on pourrait penser, de dire pourquoi Spock fait un livre sur l'autisme. Il faut savoir que de manière générale Star Trek a toujours été, depuis la première série, une série très inclusive sur les questions de minorité. Il y en a plusieurs personnages comme ça dans la série Star Trek et dans les séries suivantes avec la question du handicap et de l'inclusion des personnes handicapées. De manière générale, la science-fiction parle de la société, mais bon, Star Trek, c'est une licence qui était déjà assez en avance sur son temps. Et le personnage de Spock, c'est un personnage qui est quand même très atypique au sein de son équipe. C'est-à-dire que du coup, tous les autres officiers sont humains, c'est le seul en fait à être un alien. Et de par cet élément-là et le fait que dans la société vulcaine, parce que c'est un vulcain, la société vulcaine a un fonctionnement social un peu particulier, fait que Spock, il a vraiment une interaction un peu d'autiste au sein de l'équipage. C'est-à-dire qu'il y a des tas de codes sociaux qu'il ne maîtrise pas. Il a des sens sensoriels un peu exacerbés par rapport aux humains. Tout ça fait une allégorie de l'autisme assez prenante. Et d'ailleurs, c'est un personnage qui est souvent très apprécié de la communauté autiste, Spock. Donc du coup, c'était pour moi un personnage qui collait très bien à la thématique et qui permet de faire un duo de questions-réponses dans la BD. Il faut savoir qu'il y a mon avatar dans la BD, mais du coup, ça permet de faire un dialogue assez intéressant. Pour vous, le support de la BD, c'est vraiment un support qui est adapté pour vraiment transmettre justement des messages comme ça? Pour moi, la bande dessinée, il faut savoir que en dehors de mon travail d'autrice, je travaille en bibliothèque. Donc je suis aussi confrontée à du public. Est-ce que le public lit ?
Et les attentes qu'il y a par rapport à la bande dessinée ont un peu évolué. C'est-à-dire que du coup, le lecteur de fiction a tendance à se raréfier de plus en plus. Souvent, c'est un public un peu plus âgé, mais les nouvelles générations ne lisent pas trop de livres de fiction. La bande dessinée qui fonctionne au niveau des adultes, c'est plutôt du témoignage, les documentaires, donc, les récits de voyage, c'est ce qui fonctionne bien. Donc pour moi, la BD documentaire, il y a une appétence du public pour ce type de lecture, pour s'informer sur des sujets auxquels ils n'auraient pas forcément pensé en lisant des documentaires classiques. Et, par exemple, moi je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu ce livre-là, qui n'auraient pas envie de lire le DSM-5 ou des ouvrages en texte formalisé, qui seraient peut-être un peu trop indigestes. L'avantage de la bande dessinée, c'est que ça permet de rajouter une touche d'humour et de vulgariser de façon ludique. Et pour moi, effectivement, c'est un support d'avenir pour tout ce qui est vulgarisation d'un sujet en général. Pour ceux qui souhaiteraient donc avoir des renseignements pour retrouver votre travail en termes d'autrice, de BD, comment on arrive à avoir les renseignements avant de passer à l'atelier? Il faut aller sur les réseaux sociaux. Vous allez sur Instagram, vous tapez Marie-Alexis Art, tout collé, Marie-Alexis, M-A-R-I-A-L-E-X-I-E Art, A-R-T. Et vous allez me retrouver très facilement, mon profil est public, donc si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai quelques libraires indépendants qui acceptent mon travail, mais de manière générale, je fais de la vente par correspondance vu que c'est de l'auto-édition. Ok, et donc le fameux atelier que vous allez faire cet après-midi, c'est un peu particulier, parce que là on va dans un autre domaine, on va dire graphique. Alors il y a la BD, mais il y a aussi le manga. On marche aussi avec d'autres codes, mais ça fonctionne bien. Vous allez faire un atelier de construction, entre guillemets, de manga avec d'autres mangas. Bon, expliquez-moi un peu le principe. Moi, je me suis mis à la bande dessinée via le manga. D'accord. Donc moi, je suis génération Club Dorothée, donc j'ai grandi avec ça. Et j'ai commencé à dessiner en recopiant des mangas. J'anime plusieurs ateliers en partenariat avec le Salon de Normandie Bulle. Je me suis rendu compte, vu que je suis bibliothécaire, qu'on a des livres parfois qu'on aimerait bien récupérer pour faire autre chose. Là, j'ai plusieurs mangas qui allaient partir à la poubelle et j'ai voulu proposer à des gens qui ne sont pas dessinateurs, donc le public cible, c'est des gens qui ne savent pas dessiner, mais qui aiment quand même la BD, de pouvoir refaire leur propre page de BD à partir de cases déjà découpées dans un manga. Donc, d'accord. La situation initiale, je vais dire aux gens, bon, vous allez imaginer une mini-histoire, vous prenez une situation initiale avec des personnages, vous découpez la première case, vous la collez sur une page, vous effacez les dialogues au blanco et vous imaginez la suite. Et donc les gens vont imaginer la suite, vont découper les cases, les coller et réécrire les textes. Alors souvent, je vous propose plutôt de faire un gag parce qu'en une case, c'est ce qui marche le mieux. Et ce qui est très bien, c'est un atelier que j'ai déjà fait plusieurs fois et qui marche à chaque fois. Parce que effectivement, ça s'adresse à des gens qui ne savent pas dessiner. Et là, il n'y a pas besoin de savoir dessiner, juste avoir une suite logique et savoir écrire un dialogue. Moi, je trouve ça assez intéressant. Parfois, il y a du jeune public qui commence l'atelier et les parents se prêtent au jeu et se mettent aussi à découper un boulet bill, par exemple, et puis ils font leur propre histoire. C'est super sympa. Et juste pour savoir un peu par rapport à vous, votre travail, quel est le point que vous appréciez le plus? Oh là là. Alors, je préfère procéder par une élimination en me disant qu'est-ce que j'aime le moins faire. Les finitions, généralement, c'est une tannée. Remplir les bulles, c'est parce que... En fait, c'est assez marrant parce que j'aime bien imaginer les dialogues, mais remplir les bulles, ça me rase un peu. Je pense que la phase la plus stimulante, c'est le tout début et la toute fin. La tout début, c'est quand l'idée, elle arrive et je me dis « Ah, j'ai envie de faire un truc là-dessus ». Et je me lance et là, il y a un côté fascinant parce que tout est à faire. Et quand j'ai le produit fini, c'est-à-dire j'ai la BD en main, je la refeuillette et là, je me dis « C'est bon, c'est fini ». Et là où je me dis, quand j'ai réussi, c'est que je relis le livre 1 an ou 2 ans plus tard. Et là, je me dis, il me plaît toujours. Ouais. Pour moi, c'est ça. Mais le tout début et la toute fin, c'est vraiment fascinant. Il y a un ventre mou un petit peu au milieu, où quand on est au milieu du livre, on est là... Moi, j'aime bien quand ça avance vite, en fait. Ouais. Et quand c'est très long, que les pages, je mets trop de temps, il y a un côté frustrant. Il y a un côté, un moment où ça devient un peu barbant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, j'avais ce débat-là avec un lecteur hier, il y a des gens pour qui la réalisation en soi du dessin, c'est le plaisir. Moi, du fait que je fais tout en auto-édition et que j'ai un travail alimentaire à côté, le plaisir du dessin pur, je ne l'ai plus trop. C'est un peu triste à dire, mais je ne l'ai plus vraiment parce que j'ai plus le temps de passer des heures et des heures sur un dessin.
Bien sûr. Et c'est un peu le cas de la plupart des auteurs d'aujourd'hui, c'est que y en a certains, ils doivent travailler sur 3 albums pour vivre. Donc ils n'ont pas le temps de faire tous les petits détails que les personnes qui décidaient il y a 40 ans avaient le temps de faire. Maintenant, on est dans une autre dynamique. Il y a des auteurs encore qui arrivent à avoir ce plaisir pur de l'instant sur le dessin. Moi, c'est la réalisation que je vise. Puis en plus, je pense que même en auto-édition, aujourd'hui, le monde de la BD est tellement vaste qu'il y a tellement, entre guillemets, de concurrence, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, beaucoup d'auteurs. Il faut arriver à se démarquer, et c'est parfois pas très simple d'arriver à se démarquer dans ce milieu-là aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que en vivre spécifiquement, c'est parfois difficile pour certains auteurs, c'est ce que je disais. C'est très difficile. Moi, c'est un peu bizarre, mais j'ai des jeunes qui viennent me voir maintenant et qui me demandent comment il faut s'y prendre pour être auteur de BD et tout. J'ai beaucoup de mal à me dire il faut que je leur dise la réalité sans être décourageant. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est très difficile parce que je peux pas leur dire ouais c'est génial et tout. Non, c'est très très dur. C'est très très dur. Il faut être ultra motivé, ça c'est sûr. Je dirais même, c'est même plus, au-delà de la motivation, il faut faire l'autruche en fait. Faut pas se poser des questions de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que je vais y arriver ou pas. En fait, il faut avoir une forme d'aveuglement, de dire je le fais, c'est tout, je réfléchis pas autour. Parce que si on commence à réfléchir autour, on fait plus rien en fait. Oui, c'est vrai. Et j'ai du mal à me dire qu'est-ce que je peux lui dire à un gamin de 15 ans qui est fan de BD, qui veut en faire son métier. Souvent en plus il y a les parents à côté, je peux définitivement pas leur dire vas-y lance-toi. Et non, il faut être réaliste, je peux pas envoyer des gens au casse-pipe, la balance elle est parfois difficile. C'est difficile à faire. Et après se démarquer oui et non, faut persévérer je dirais, faut faire ce qu'on aime, faut pas juste dire je suis une mode parce qu'en fait ça ne marque un temps et ça ne permet pas de fidéliser un lectorat. Moi, ce que je trouve satisfaisant aussi, c'est de me dire je fais le même salon depuis des années. Dernier Tal, ça fait 15 ans. Non, 10 ans, 15 ans. Ça fait 10 ans. Ce que je trouve assez satisfaisant, c'est de revoir les mêmes gens qui viennent m'acheter la nouveauté l'année suivante. Et ça se fait sur le très long terme, en fait. Mais c'est satisfaisant parce que les gens, ils me disent votre dernier, j'ai bien aimé ça, vous avez quoi de nouveau et tout. Des gens qui suivent uniquement des tendances, alors ils vont pas fidéliser un lectorat, donc ça va marcher qu'un temps. Puis en fait, travailler sous la contrainte, faire que des trucs qu'on n'aime pas, ça revient à bosser à l'usine en fait. Ça devient juste un travail. Et il est où le plaisir là-dedans ? C'est déjà un métier difficile, s'il n'y a plus de plaisir, c'est compliqué quoi. C'est très compliqué. J'ai tendance à dire, t'as 15 ans, t'es encore chez tes parents pendant un paquet d'années, pendant les week-ends et les vacances, essaye de faire des stages de dessin pour te perfectionner, mais ne pars pas de l'idée, tu vas partir de chez tes parents, tu vas avoir des contrats d'éditeur, ça ne marche pas. Il faut que ça soit nous qui le disions, parce que si les parents le disent, ils vont pas écouter, c'est normal, on n'écoute pas ses parents à 15 ans. Je suis même pas sûre qu'on écoute les professionnels non plus, mais j'ai cette forme d'aveuglement aussi. Mais j'ai eu assez de recul pour me dire c'est un métier difficile, il faut quand même que je gagne ma vie. Donc j'ai eu un métier alimentaire à côté. Donc généralement ce que je dis aux parents pour un peu les rassurer, faut que votre enfant trouve un métier alimentaire où il n'y aura pas de responsabilité, ce qui fait qu'il aura l'esprit tranquille le week-end et quand il va rentrer chez lui, mais qui gagne suffisamment pour permettre d'être un minimum autonome financièrement. En plus, c'est compliqué parce qu'il y a quoi à 10 ans, les réseaux sociaux n'étaient pas les mêmes. Donc l'auto-édition, ceux qui ont été vraiment dans les premiers à faire de l'auto-édition et qui maintenant sont je prends Maliki, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'auto-édition, on parle de Maliki. Alors Maliki, je ne remets pas en question la qualité de son travail. Simplement, en fait, maintenant, il n'est plus pertinent qu'on l'invite pour parler d'auto-édition parce que lui, il était là il y a 10 ans, quand tout était à faire et que les réseaux sociaux ne fonctionnaient pas comme ils fonctionnent aujourd'hui. Maintenant, n'importe qui se lance en indépendant, il fait comme Maliki, il n'a pas de suiveur parce que les réseaux sociaux ont changé. Donc en fait, on est en train de se dire il faut être sur les réseaux sociaux, mais en même temps, on sait très bien qu'on est invisibilisé. Il faut aller sur les salons, mais ça coûte de temps et de l'argent. Enfin, il faut jongler entre tout ça, quoi. Financement participatif, c'est pareil. Moi, je l'ai fait en financement participatif. Le bleu, il a bien marché. Mais il a bien marché aussi parce qu'il y a Olivier Ledroit qui en a parlé, quoi. Ok. Donc, et aussi parce qu'en amont, j'ai fait mon lectorat un petit peu. J'ai pas fait des sommes mirobolantes non plus en financement participatif. Mais faire de la communication en financement participatif, les gens les font sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bouché, moi. Ouais, c'est sûr. Donc c'est... Je comprends. En tout cas, si vous voulez découvrir le travail de Marie-Alexis, vous allez sur Internet, c'est simple.
tapez Marialexie, Marie-Alexis, et vous retrouverez donc ce que vous avez produit déjà dans le passé, ce que vous venez de faire, petite nouveauté sur la thématique de l'autisme à travers un personnage assez iconique. Qui ne connaît pas Spock avec son fameux signe en V avec la main et ses oreilles pointues pour vraiment présenter cette thématique-là. Et puis voilà, vous pouvez la découvrir sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Et on vous souhaite bien sûr bonne continuation avec notamment le Festival Normandie Bulle. En plein cœur du Festival Normandie Bulle, une chronique présentée par Radio La Sentinelle.